Oui, merci, bonsoir à tous. Je m'appelle Simon Delbut, je suis géographe, professeur de géographie à l'Université de Lorraine, à Nancy, la géographie, vous le savez certainement, c'est une science humaine et sociale dont le débouché principal va vers l'aménagement du territoire. Donc, c'est très opérationnel et c'est assez différent de ce que vous avez peut-être vécu au lycée, finalement, hein. Donc, opérationnel autour du développement territorial et mon domaine de recherche dans cette optique, en fait, depuis 25 ans, c'est celui des paysages et de territoires de l'industrie. Où on tient compte de l'héritage industriel, actif ou non, abandonné ou patrimonialisé, liant le passé industriel et la réalité actuelle dans ce domaine industriel. J'ai d'ailleurs un de mes doctorants qui s'appelle Mathieu Lambezal, à qui soutient sa thèse dans une semaine, le 1er juillet, sur ces thématiques, sur le travail industriel textile en France, pas forcément que dans les Vosges, et son impact sur le territoire. Et puis il se trouve aussi que je suis lorrain, donc je suis né à Épinal. J'ai beaucoup travaillé sur le tissu industriel vosgien et le textile notamment. J'ai pas mal d'exemples dans ce domaine-là liant le passé industriel au présent industriel, d'où la demande de Madame Granier de l'Observatoire des territoires d'industrie d'introduire cette séance. Alors je suis bien désolé de ne pas être là, d'autant que j'apprécie beaucoup Saint-Dié, où je me rends quasiment tous les ans pour le festival de géographie, hein. Alors je suis à Nancy, je suis pas loin, mais comme on m'a demandé un peu tardivement de participer, bah, j'ai pas pu reporter les rendez-vous que j'avais cet après-midi. Puis ça explique aussi que je suis pas forcément hyper bien préparé et que je vais peut-être pas être tout à fait dans les temps, mais je vais pas trop dépasser, je vous rassure, hein. Donc j'ai pas eu le temps de répéter autant que je voudrais. Donc voilà pour cet avant-propos et je voudrais commencer, faire une accroche en quelque sorte. Avec ce document que j'avais réalisé pour une publication il y a quelques années déjà, qui vous montre le sentier textile de la Bresse. C'est pas dans un de vos trois territoires, mais je vais traiter pratiquement de tout le massif vosgien, hein. Ce sentier textile, c'est un sentier de randonnée qui vous permet de découvrir des héritages de l'industrie passée, vieilles usines avec des toits à chèvres, cités ouvrières, canaux d'alimentation, etc. Et puis en même temps, des usines actuelles, et notamment celle que vous avez en haut à droite, là, qui est l'usine de Tissu Gisèle. Oui, c'est un bâtiment moderne, un hangar fonctionnaliste, pour laquelle il y a aussi un panneau d'explication. Et il y a un lien qui est fait entre le passé et le présent, ce qui m'amène un petit peu à ce que je vais essayer de vous parler pendant peut-être ces quarts d'heure, 20 minutes, on va dire. Quel est le lien entre le passé et le présent industriel dans le massif vosgien, évidemment? L'idée, c'est de montrer ce lien fort qui a parfois été occulté entre passé et présent industriel dans ce territoire du massif vosgien. Alors, j'ai pris le massif vosgien et pas le département des Vosges. Ça, c'est un truc dont on parle beaucoup aux étudiants, leur dire ne confondez pas le département et le massif, hein. Donc, vous avez un département que vous connaissez bien et un massif, donc une montagne qui est classée d'ailleurs zone de montagne avec zone de piémont, etc., que j'ai cartographié à gauche, hein, et qui s'étend bien au-delà du département des Vosges, sur la Haute-Saône, le territoire de Belfort, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle. Bon, mais je vous apprends rien aux Vosgiens locaux, ils savent bien faire la différence. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps que les Vosges, c'est une montagne densément peuplée et industrielle. Puis, dans un second temps, comment s'est constituée et s'est modifiée cette force industrielle du département, avant de terminer sur l'impact industriel actuel sur le territoire. C'est ce que j'ai appelé une affirmation industrielle en mettant quand même un point d'interrogation. On en discutera. Donc, d'abord, une montagne densément peuplée et industrielle. C'est la montagne, les Vosges, la plus densément peuplée de France. Alors, j'ai pas eu le temps de chercher une carte avec les densités par montagne, c'est les densités par commune, mais je sais pas si vous voyez ma souris. Euh, c'est une question. Je sais pas si vous voyez ma souris. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut répondre. Vous la voyez? Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on va faire 100. Si vous regardez donc le massif vosgien, vous allez voir des teintes beaucoup plus sombres que notamment dans le massif central, le Jura, les Pyrénées, voire les Alpes. Alors les Alpes du Nord sont un peu plus densément peuplées, mais si vous prenez tout le massif alpin, bah, c'est moins densément peuplé que les Vosges. Donc c'est le massif, la montagne la plus densément peuplée de France. La raison, c'est qu'il existe dans le massif vosgien ce qu'on appelle des conurbations linéaires. Alors, vous connaissez tous l'agglomération avec le centre, Saint-Dié par exemple, et puis les communes de banlieue hein, qui sont en continuité urbaine, ou alors Épinal et puis Golbet autour, Dinozé, etc. Bon, eh bien, la conurbation linéaire, ce sont des villes qu'on grandit séparément, chacune, j'allais dire, un peu dans leur coin, et qui grandissent jusqu'à se toucher. Et c'est ce qu'on a dans les vallées vosgiennes, en fait, des petites villes qui grandissent en raison de l'industrie, mais ça, j'en parlerai, et qui finissent par, comme je l'ai montré sur ce modèle-là, faire cette espèce de tache jaune, cette bande jaune-là, qui est une conurbation linéaire. Donc en fait,
c'est un massif très urbain, très urbanisé. Contrairement à ce qu'on imagine parfois, le voyant un peu rural, c'est un massif quand même très urbanisé, mais avec des petites villes qui se prennent un peu en enfilade, comme ça, le long des cours d'eau, la Moselle, la Moselotte, la Vologne, la Meurthe, etc. Vous les connaissez. Euh, Ainsi, on a donc un département, je reviens cette fois au département parce que j'ai trouvé les données là-dessus, bien industriel, notamment en valeur relative, hein. J'ai mis deux cartes là, la part des postes de l'industrie dans les établissements actifs à gauche en France et puis la part des ouvriers dans le nombre d'emplois. Dans les deux cas, les Vosges sont dans la catégorie supérieure des départements où l'emploi industriel et les établissements industriels jouent un rôle important, ont une importance relative très forte. Évidemment, en valeur absolue, la région parisienne, la région lyonnaise sont plus industrielles, hein, mais en valeur relative, c'est très important dans un département comme les Vosges, hein. Alors, un exemple du fort tissu industriel, c'est bien sûr le textile. J'avais pas mal travaillé sur le textile, donc j'avais cette carte-là qui date de 2018 et qui vous situe tous les établissements textiles du massif et de ses abords avec des carrés proportionnels à la taille. Mais évidemment, il n'y a pas que le textile, et vous avez des représentants d'autres branches parmi vous, évidemment. Il y a aussi industrie du bois, papeterie, métallurgie, des équipementiers auto, de l'agroalimentaire. Donc, vous avez un tissu très diversifié, mais évidemment, le textile joue encore un grand rôle. Alors, ça a conduit donc les autorités, les gouvernements, etc., à accorder à ce département, dans un premier temps, au département entier, le label territoire d'industrie. Et puis, il a été décomposé en plusieurs morceaux, on va dire. Et vous voyez que de nombreux morceaux, de nombreux territoires d'industrie concernent le massif vosgien, tant du côté du département des Vosges, avec votre secteur des Trois-Vallées, là, dont on vient de parler, mais aussi le sud Alsace, Alsace centrale, d'autres secteurs plus au sud, les Vosges chaunoises, etc., qui ont partie du massif labellisé territoire d'industrie. Donc, comment on en arrive à cette montagne industrielle? Donc, on va revenir un petit peu dans le passé pour le comprendre, hein. C'est ce que j'ai appelé des systèmes paternalistes, sources d'héritage multiples. Donc, la montagne, en général, est favorable à l'industrie pour plusieurs raisons. D'abord, il y a de l'eau. L'eau, c'est de la force motrice pour direct, hein, pour faire tourner des roues, des moulins et aussi des courroies, des poulies, etc. et donc des machines, mais aussi indirect. À partir du moment où on invente les turbines et l'électricité, ben, l'eau sert évidemment à produire de l'électricité. Et puis la montagne, elle est aussi un lieu où la main-d'œuvre, l'hiver, la main-d'œuvre agricole, hein, l'hiver, les paysans tout simplement, eh bien, ont moins de choses à faire, sont un peu bloqués finalement dans leur ferme parce qu'il fait plus froid, il y a de la neige, etc. Et ça leur permet de développer des savoir-faire artisanaux qui vont être utiles évidemment au développement industriel. Donc il y a un tissu proto-industriel dans la plupart des montagnes françaises, hein, aussi bien dans le Massif central, le Jura, les Alpes, etc., et les Vosges, qui favorise le développement industriel au moment des révolutions industrielles au 19e siècle, parce qu'il y a des savoir-faire, et puis il y a des traditions dans ce domaine-là, et le côté lorrain des Vosges, d'ailleurs, là où vous êtes à Saint-Dié, est boosté par l'annexion de l'Alsace-Moselle, qui renforce encore cette industrialisation. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de tout cela que vous connaissez certainement, mais j'ai été prendre des exemples dans la vallée de la Vologne, parce qu'il se trouve qu'un de mes autres doctorants, hein, pas celui qui soutient la semaine prochaine, il a travaillé comme stagiaire en 2019, il s'appelle Léopold Barbier, et il a détaillé tout ça pour le compte de la communauté de communes de Bruyères-Vallon des Vosges, qui est un des partenaires des Trois-Vallées, hein. Alors, il y a la proto-industrie. Donc là, par exemple, c'est le moulin de Xamontaru dans la vallée du Barba, qui est un affluent de la Vologne, hein, qui représente un héritage de cette proto-industrie, avec une scierie, une saboterie, un moulin, etc. Bon, et on a plein de petits établissements comme ça dans toute la montagne vosgienne, dont il reste parfois des traces plus ou moins bien préservées. Plus connu et plus répandu, les systèmes paternalistes, hein. Donc là, c'est pas forcément l'exemple le plus connu, mais j'avais trouvé que Léopold avait fait un bon travail là-dessus. C'est le système industriel Verrier à Bruyères. Donc c'était une usine qui fabriquait des bérets basques de 1919 au milieu des années 60, hein, et qui avait construit, enfin les industriels avaient construit autour de leur usine que vous avez en photo au milieu, qui a été détruite depuis, hein, eh bien des bureaux, des maisons du patron, le transformateur électrique, le stockage des bérets, la maison des cadres et puis des cités ouvrières assez nombreuses là que vous voyez en bas du document. Donc
de la proto-industrie, des systèmes paternalistes, il y en a partout le long des vallées, à Gérardmer, dans la vallée de la Vologne, de la Moselle, de la Moselotte, vous en avez tout le long des vallées, hein. Et ces systèmes paternalistes conduisent, enfin, ont pu être schématisés par Léopold Barbier sur la droite, donc vous voyez l'usine, les cités, les bâtiments économiques et sociaux, la voie ferrée, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ça explique ma figure du début là sur les conurbations linéaires, c'est que ces systèmes qui sont relativement modestes, donc on en connaît des plus gros hein, dans le reste du monde, et même en Lorraine du Nord, par exemple, autour de la sidérurgie. Donc ces systèmes autour du textile, de la papeterie, de la métallurgie, de l'agroalimentaire, des bérets basques, comme vous avez vu là tout à l'heure, hein, eh bien, se prennent en enfilade en quelque sorte le long des rivières, comme la Vologne ici sur le schéma à gauche, et forment ces conurbations linéaires, ces vallées industrielles qui sont très présentes du côté lorrain du massif vosgien, comme du côté alsacien, voire du côté franc-comtois de ce massif. Donc malheureusement, le contexte change dans le dernier tiers du XXe siècle et face à une industrie qui aujourd'hui, une économie globale qui est ouverte au monde, bah, la montagne a finalement moins d'atouts que d'autres espaces. Les métropoles, par exemple, ou les littoraux qui peuvent recevoir des matières premières et envoyer des produits finis plus facilement dans le reste du monde. Donc c'est une crise terrible dont les plus anciens d'entre nous, hein, les quinquagénaires comme moi, ont souvenir parce qu'on a vécu ça dans notre adolescence et puis encore au-delà. Donc c'est une crise terrible qui touche toute l'industrie du massif vosgien et en particulier le textile. Donc j'ai ces trois cartes-là diachroniques, hein. Une carte de 79 qui avait été réalisée par une géographe qui s'appelle Monique Touvenin et sur laquelle elle avait déjà mis en 1979 les petites croix noires là que vous voyez. Vous voyez peut-être ça sous forme de points parce que c'est plus petit sur les écrans. C'est déjà toutes les usines qui ont fermé dans des années 50 à 79, hein. Et puis elle avait mis par des points rouges, hein, moi je les ai traduits par des points rouges, les usines qui fonctionnent en 79. Et puis ensuite, j'ai fait le travail en 2006 et en 2017. Vous voyez qu'il y en a déjà moins en 2006, même si ça se maintient bien, et encore moins en 2017, hein, en 9 ans, là, il y a eu une perte relativement importante. Donc, des fermetures qui amènent la constitution de friches industrielles, beaucoup de démolitions aussi. Vous savez que dans une phase de deuil après la fermeture des usines, il y a une volonté souvent de faire table rase du passé, de tourner la page, de faire son deuil, parce que bah, c'est considéré comme un échec et on détruit pas mal hein, d'anciennes usines où on en conserve parfois un peu, mais on en parlera, mais on en détruit beaucoup. Donc ici, c'est un exemple à Cornimont. Alors, plus fréquemment et moins connu, il existe une sorte de dilution de l'industrie héritée dans le paysage. J'aime bien cet exemple-là qui n'est pas dans votre territoire, mais qui est bien dans le massif, hein, à Trougemont, sur la commune de Basse-sur-le-Rue. Donc c'est gros, entre la Bresse et Remiremont, en quelque sorte, hein. Eh bien, là, vous aviez un petit système industriel qui avait été pris en photo, je ne sais pas trop quand, hein, mais qui est dans le bouquin, dans le livre de Georges Poul de 1982. Et vous voyez une usine à étage avec des sheds, une cheminée, et puis une maison des patrons, ici un hangar de stockage, hein, un bâtiment social où il y avait l'école et là, les coopératives, et puis des casernes ouvrières, des grosses cités ouvrières sur le versant. Et cette usine, elle ferme dans les années 50, hein. Les bâtiments industriels sont détruits, rasés ou s'effondrent, c'est le cas des sheds. Il reste plus que la cheminée en granit, là, qui est la seule des Vosges en granit d'ailleurs. Et puis on voit encore la maison du patron, le hangar et la maison sociale, ainsi que les casernes ouvrières qui ont été réhabilitées. Mais tout ça, ça se dilue dans le paysage. Ce ne sont plus que de petites touches maintenant, alors qu'avant, ça s'imposait dans le paysage. Alors, il y en a beaucoup des exemples comme ça, hein. Alors, si on s'arrête là, bah, l'histoire est bien triste, hein. Mais l'industrie est toujours là. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, heureusement, est autour de cette industrie. Sous quelle forme s'est-elle maintenue? Sous quelle forme s'est-elle développée? C'est ce qu'on va voir dans ma troisième et dernière partie. Alors, le tissu industriel est toujours présent parce que d'abord, les industries qui ont subi la crise, ben, certaines des industries qui ont subi cette très forte crise, se sont adaptées et ont survécu, voire se sont développées. Donc, je ne vais pas apprendre ça aux industriels qui sont là, hein. Montée en gamme, innovation, on cherche des niches industrielles aussi pour se développer. Bref, on arrive comme ça à survivre et à se développer. Il y a aussi des investissements qui sont venus finalement à la fin du XXe siècle et au début du XXIe dans le secteur. Je vous ai mis là la papeterie Norske Skog de Golbey en haut à gauche.
Inotera, là, dans le textile, en bas à droite, à Nomexi. Alors, on est un peu hors de la montagne, mais on est encore dans le département des Vosges, hein. Voilà, je suis peut-être un peu moins rigoureux que ce que j'avais dit au début là-dessus, mais on pourrait citer aussi Moustache Bikes à Thaon-les-Vosges, on pourrait citer 1083 à Rupt-sur-Moselle. Donc, il y a des industriels qui s'installent dans des bâtiments que vous voyez là sur ces photos. Et puis, on travaille aussi sur la qualité des produits. Alors, il y a Monsieur de Monclos qui est là, qui est évidemment le créateur, le fondateur de ces labels, hein, l'initiateur de ces labels, donc le label Vosges Terre Textile, Alsace Terre Textile, donc je vous ai cartographié ça sur la carte de gauche, hein, qui sont des formes de mise en valeur des savoir-faire et de reconnaissance de la fabrication et de la qualité locale du textile vosgien pour ce qui est du textile. Mais ces nouvelles usines que je vous ai montrées là, celles qui s'installent, elles sont souvent discrètes d'un point de vue paysager. Et j'aime bien montrer ces deux photos-là qui montrent cette idée-là. Et puis vous allez voir, on va en tirer une leçon de cette discrétion-là. Hein, vous avez en haut à gauche une photo de Saint-Michel-sur-Meurthe. Là, c'est Numalliance, hein. Donc j'ai vu qu'il y avait une personne de Numalliance ici, la directrice, je crois. Donc vous avez votre usine ici, hein. Et puis vous avez en bas à droite, à Saint-Dié-des-Vosges, donc tout près de la première photo, là, des bâtiments qui sont quasiment identiques à ceux que vous avez sur la photo, sur l'autre photo. Donc on a ce qu'on appelle des hangars fonctionnalistes. Pour parler vulgairement, on appelle ça des boîtes à chaussures. Vous allez retrouver autour des villes, dans les zones commerciales, autour d'Épinal, de Nancy, de Metz, etc. C'est tous les mêmes bâtiments. Et pourtant, ceux de Saint-Michel sont des usines, ceux de Saint-Dié à droite, ce sont des logisticiens, donc ce n'est pas de l'industrie, hein. Et tout ça, ça participe à une discrétion, à une banalisation des usines. À une époque, à la fin du 20e ou au début du 21e, où l'industrie ne paraît plus essentielle à l'économie française. Il y avait ça a changé depuis, heureusement, hein. Il y avait un patron qui s'appelait Serge Turuc, le patron d'Alcatel, qui en 2001 disait, je veux une entreprise sans usine, hein. Et le fait que les usines deviennent discrètes comme ça dans ces boîtes à chaussures, bah, finalement renforce l'idée que l'industrie disparaît. En plus, se greffe là-dessus une mauvaise image, souvent environnementale, paysagère, ce qui rend l'acceptation de l'industrie au moment où on veut qu'elle revienne un peu plus difficile, où on veut qu'elle s'étende un peu plus difficile. Donc j'étais avec Madame Granier, je crois qu'elle était en visio elle, mais à Rouen, on avait été invité à Rouen dans un colloque à ce propos, et moi j'avais discuté avec des industriels de la chimie de la Basse-Seine. Donc là, c'est des grosses usines, hein, c'est pas les usines discrètes que vous avez là, des énormes usines. Et les industriels me disaient, mais moi, nous, notre problème, nous, on veut bien, mais on n'est pas accepté, on ne nous accepte pas. Il y a un problème d'acceptation et c'est compliqué finalement de pouvoir se développer, de pouvoir investir, parce qu'on ne va pas nous accepter pour les raisons que je viens de donner. Alors l'affirmation industrielle et la réindustrialisation passent par l'acceptation. Et cette acceptation, elle se fait par la visibilité et la communication. Comment on peut faire? Bah d'abord en mettant en valeur les héritages qui peuvent être parfois reconnus et donc devenir du patrimoine, les traces du passé. Donc une cheminée, donc là c'est un patrimoine alibi, c'est-à-dire qu'on rase tout le reste, mais on garde la cheminée. C'est pas génial, mais c'est déjà mieux que rien, hein. Ici à Gérardmer. Un industriel qui met lui-même en valeur son héritage industriel. On garde la vieille cheminée qui sert plus à rien, mais on l'entretient. On entretient les sheds, hein, les toits en dents de scie. On entretient l'ancienne centrale électrique qu'on l'on fait visiter aux gens qui viennent acheter des chaussettes au magasin d'usine qui est juste à côté. Donc c'est Bleu Forêt, vous l'avez tous reconnu, à Vanier, hein. Donc là, c'est un travail de l'industriel qui va mettre de l'argent là-dedans, dans la préservation de son héritage et qui va se faire voir, hein, être vu en quelque sorte, hein, se montrer. Et puis, il y a une véritable patrimonialisation des héritages, au plein sens du terme. Je vous ai parlé de la Bresse, mais il y a aussi les musées, le musée de Ventron, bien sûr, Vesserlin en Alsace, qui lie d'ailleurs le passé et l'actuel, parce qu'il y a un musée, mais il y a aussi plein d'autres activités culturelles, commerciales, qui sont installées dans les anciens bâtiments industriels. Et puis, il y a bien sûr même la labellisation patrimoine mondial. Donc, il y a des gens de Saint-Dié, évidemment, vous êtes à Saint-Dié parmi vous. Donc, l'usine Claudet Duval, qui est labellisée patrimoine mondial par l'UNESCO. Alors, c'est pas au titre du patrimoine industriel, c'est au titre de l'œuvre de Le Corbusier, mais n'empêche que c'est remarquable. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est soigner son image, se faire connaître, se faire voir, ne pas se cacher comme pendant longtemps l'industrie l'a fait, ne pas hésiter à s'ancrer dans son territoire, dans la société.
L'idéal serait d'arriver à des usines qui ont une signature architecturale et donc paysagère, ce qu'on appelait autrefois des usines travesties. Alors on sait le faire ça. Vous voyez, au 19e, là, on n'hésitait pas pour certaines usines, et je vous ai mis un exemple vosgien, pas dans la montagne, hein, dans la plaine, donc c'est à Vincey, pas très loin de la ville de Charmes, entre Épinal et Charmes, où un industriel avait construit une usine avec un beffroi, avec une horloge, etc., des créneaux, donc une usine un petit peu médiévale comme ça, en briques rouges, hein. Donc c'est sur la commune de Porcieux, mais c'est l'usine dite de Vincey. Et donc l'industriel mettait de l'argent pour se distinguer des autres en quelque sorte, pour qu'on le voit bien, qu'on le remarque. Et puis, eh ben, aujourd'hui, on sait le faire aussi, mais pas tellement en France, même si je connais certains exemples en France, hein. Je vous ai mis là un exemple au Danemark où on construit des usines design, comme à Middelfart, c'est une usine de fibres, hein, où l'usine épouse la forme de la colline avec des espèces de bars où il y a les bureaux, en fait, des bars en verre, là, ou des espèces de bars un peu inclinés en verre où il y a les bureaux. Et l'usine se fait voir depuis l'autoroute, hein, et c'est une action pour s'ancrer un petit peu dans le paysage et dans la société locale. Alors, il me reste à conclure ce travail et ce retour en grâce de l'industrie qu'on est en train de vivre aujourd'hui, hein. On est loin maintenant de l'époque où ce grand patron disait je veux une entreprise sans usine. On est loin aussi de l'époque où les industriels, quoi qu'il y en a encore qui veulent le faire, hein, mais veulent se cacher. Mais pour des raisons économiques, sociales, stratégiques, écologiques, on comprend l'importance de l'industrie, mais pour parvenir à une pleine acceptation et une réindustrialisation forte, il faut aussi travailler sur sa mémoire, ses héritages à la fois négatifs et positifs. Donc, il faut relier le passé, l'industrie du passé, à l'industrie du présent. Ce lien entre les deux a souvent été un peu renié, un petit peu occulté, mais c'est jamais complètement brisé et il se tisse encore aujourd'hui en se renforçant vers le futur et les dispositifs, les différents programmes tels que Territoire d'industrie, Pôle de compétitivité, France Relance, les différents événements comme celui auquel nous participons contribuent à tisser ce lien entre l'industrie du passé, l'industrie du présent et l'industrie du futur.